2022 marque la 10e année consécutive de JavaScript étant le langage de programmation le plus couramment utilisé d'après les sondages de Stack Overflow. Et ce langage est le plus utilisé pour plusieurs raisons, comme son intégration dans tous les navigateurs web modernes. Il est facile à apprendre et à utiliser. JavaScript est très polyvalent et peut être utilisé pour créer des applications web, des jeux, des applications mobiles, les logiciels de bureau et bien plus encore. Également, JavaScript se dispose d'une grande communauté de développeurs qui partagent des ressources et des astuces pour aider les autres à avancer. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive pour expliquer la popularité de ces langages. Hormis les avantages que JavaScript nous offre, il est à signaler que ces fameux langages de programmation présentent aussi quelques problèmes. Car en JavaScript, les variables peuvent changer de type à tout moment, ce qui peut rendre le code difficile à comprendre et à déboguer. Les erreurs de type de données ne surviennent que lors de l'exécution du code. JavaScript utilise aussi les fonctions anonymes qui peuvent rendre le code difficile à lire et à comprendre, en particulier pour les débutants en programmation. La compatibilité entre les navigateurs peut poser problème, car chaque navigateur peut implémenter JavaScript de manière légèrement différente. C'est pourquoi en 2012, les développeurs générés de chez Microsoft ont pris tout ce qui était JavaScript. Ils ont fixé ces erreurs en y ajoutant une couche de fonctionnalités et ils se sont retrouvés avec un tout nouveau langage de programmation qu'ils ont appelé TypeScript. TypeScript qui est ni plus ni moins que JavaScript avec ses concepts de typage de données qui est venu fixer les erreurs de JavaScript qu'on a citées tantôt. Bonjour très chers développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je donnerai le maximum de moi-même pour vous faire comprendre les bases nécessaires que TypeScript offre aux développeurs JavaScript. Avant de commencer, voici les raisons pour lesquelles il peut être bénéfique d'apprendre TypeScript. 1. TypeScript ajoute une couche de sécurité à la programmation JavaScript en permettant de définir des types de données pour les variables, les fonctions et les objets. Cela permet de détecter facilement les erreurs de typage et de réduire les bugs. L'idée TypeScript facilite la maintenance du code, rendra le code plus lisible et plus facile à comprendre car les types définis permettent de mieux documenter le code et de faciliter la collaboration entre les membres d'une équipe. 3. TypeScript est compatible avec de nombreux outils et frameworks JavaScript populaires tels que Angular, React et Vue. En apprenant TypeScript, vous pouvez donc travailler avec ces technologies plus facilement. 4. TypeScript est une compétence recherchée sur le marché du travail. De nombreuses entreprises cherchent des développeurs qui ont des compétences en TypeScript pour travailler sur des projets web, mobiles et autres. 5. Apprendre TypeScript peut être une autre étape vers l'apprentissage d'autres langages de programmation tels que Java, Kotlin, Swift, Dart et autres qui sont également basés sur la programmation orientée objet. Et 6. Je ne sais pas vraiment ce qui vous retient encore de vous abonner à notre chaîne. Et si c'est fait déjà, alors plongeons-nous dans TypeScript. Mais avant, retenez que tout code de JavaScript est valide et du code de TypeScript est valide, mais pas vice-versa. C'est pourquoi je vous conseillerais d'abord d'apprendre JavaScript par ces cours. Le lien est dans la barre de description. Et j'utiliserai aussi VS Code tout au long de cette vidéo que vous pouvez aussi télécharger ici. Et aussi télécharger et installer Node.js pour prendre avantage de la commande npm qui bientôt va nous servir à installer TypeScript sur notre machine. Alors on est sur VS Code et je vais cliquer sur ouvrir un dossier pour saisir l'emplacement là où je vais créer mon projet. Pour moi c'est sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier et ce dossier je vais le nommer TypeScript. TypeScript. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ok. Pour moi c'est TypeScript et je vais sélectionner et l'ouvrir avec VS Code. Mais pour travailler avec TypeScript, il va nous falloir ouvrir un nouveau terminal. Et de là, on va taper la commande npm I pour installer, G pour l'installer globalement. Et on va installer ici TypeScript. G ici, c'est pour que TypeScript soit disponible pour toute envie de commande à l'ensemble sur mon ordinateur. Et je vais cliquer sur Entrée. OK.
Pour vérifier la version qui est installée, on va taper la commande ts-version pour voir la version qui est installée. Pour moi, c'est 5.0.2. Et de ce fait, on peut alors être capable de créer un nouveau fichier avec l'extension TS pour travailler avec TypeScript. Et de là, je peux écrire un code de JavaScript parce que tout code de valide de JavaScript, c'est du code valide TypeScript. On va juste afficher bonjour le monde dans la console. OK. Alors, veuillons compiler ces fichiers ici en JavaScript parce que le navigateur ne comprend que JavaScript. Donc, avec la commande ici TS en précisant les schémas et les noms de notre fichier, on va être capable de générer ici un fichier JavaScript avec du code JavaScript. OK. Alors, ici, il y a un petit souci. Laisse-moi vous montrer. Si je vais écrire ici une fonction avec les mots-clés A5. OK. Et la fonction en question, c'est juste hello world, une fonction qui ne fait rien pour le moment. Alors, si j'ai compilé ça en JavaScript avec la commande TS en précisant le nom de mon fichier, le compilateur TypeScript va nous générer du code de JavaScript avec une version antérieure. Et ça, c'est un problème si vous travaillez sur un grand fichier parce que votre application sera lourde. Et pour éviter ceci, on va procéder par la configuration de notre compilateur. OK? Ce que je dois faire ici, c'est de supprimer ces deux fichiers. Donc, je dois supprimer ces deux fichiers et vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec TypeScript. C'est un grand projet. Je vais aller taper ici la commande ts-init pour initialiser ici le fichier de la configuration. C'est un fichier JSON. OK. OK, ce fichier prend l'ensemble des paramètres que vous pouvez utiliser pour customiser ou personnaliser les compilateurs. Donc, là, je vais créer un dossier source, ce qui va comporter ici les fichiers index.ts. OK. Et en dehors de ce dossier ici, je vais créer un autre dossier dist qui va comporter les fichiers qui peuvent être publiés ou les fichiers publics qui peuvent être publiés sur Internet. Et là, j'ai un petit souci avec ces fichiers. Il me dit que je dois spécifier ici le paramètre include. Laisse-moi vous épargner de tout ceci. Je vais seulement supprimer ceci et le recréer par la même commande. OK. Cliquez Entrée, ça va être recréé et on n'aura plus d'erreur. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord préciser là où le compilateur va détecter le fichier racine. OK? Donc, on va chercher un paramètre. Les paramètres qu'on va chercher ici, c'est avec le nom out dire. OK? 28e ligne et 29e ligne, on va décommenter ceci. Et là, on va préciser notre dossier. Notre dossier s'appelle src pour dire source. OK? Et on va préciser l'endroit où TypeScript va mettre le fichier JavaScript qui sera compilé avec les paramètres out dire à la 58e ligne. OK? Ça s'appelle dist. OK? Et là, je vais préciser, je vais ajouter une autre ligne avec le paramètre watch que je vais donner la valeur true. OK? Pour dire à TypeScript de vérifier chaque fois, d'observer des modifications dans notre fichier index.ts et chaque fois de les recompiler. Alors, je vais enregistrer tout et cette fois-ci, on ne va pas aller sur notre terminal taper la commande ts suivi du schéma de notre fichier rc index.ts parce qu'en faisant ceci, on va esquiver nos paramètres qu'on vient de mettre en place. Parce que TypeScript va nous régénérer un autre fichier dans les mêmes dossiers. Vous voyez? Donc, ça, je vais les supprimer. Et ce qu'il faut faire après la configuration, il faut aller seulement taper ts. OK? Là, il faut seulement taper la commande ts. En faisant ça, vous allez voir ici, on va permettre la compilation en mode watch pour qu'il puisse visualiser en temps réel notre fichier index. Et là, TypeScript va nous créer un dossier index.js. Et maintenant, on peut créer notre fichier HTML. Et on va saisir ici doc suivi de tabulation pour générer ces codes ici. Le titre de notre onglet, ça sera TypeScript. Et là, on peut être capable de lier alors notre fichier Java avec tag ici script.
on va lier notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. OK. Et je vais tout sauvegarder et je vais l'ouvrir avec Livesaver. C'est une extension que j'utilise. Vous pouvez l'installer aussi. Alors là, on a notre application. On a notre application qui va nous faciliter ici la tâche en utilisant TypeScript. OK, je vais seulement afficher mes fenêtres côte à côte. OK. Pour avoir un moyen de basculer entre ces deux fenêtres, entre mon éditeur et mon navigateur. OK. En TypeScript, on va réécrire la même ligne de code Hello World. OK. En temps réel, on va plus taper une commande directement. Notre compilateur va nous générer du code de JavaScript. Je vais juste l'afficher côte à côte. OK. On a du code compilé en temps réel. Et là, on peut les voir même sur la partie navigateur. On a Hello World. OK. Alors, on va commencer alors à travailler avec des variables. OK. Les types de variables de base en TypeScript sont les mêmes que ceux de JavaScript. On a les number pour travailler avec les nombres entiers ou décimaux. On a string pour les chaînes de caractères. On a booléen pour les valeurs booléennes, true ou false. On a nil et undefined pour les valeurs nil ou non définies. On a any pour tout type de données. Pour les types dynamiques, je vais dire. On a void aussi pour les fonctions qui ne retournent rien. Alors, il existe deux façons de faire la déclaration et affectation d'une variable en TypeScript. Il y a la déclaration implicite et la déclaration explicite. La déclaration implicite d'une variable en TypeScript se fait en utilisant les mots-clés let ou const, suivi du nom de la variable et de son affectation. Donc ici, TypeScript inférera automatiquement les types de la variable en fonction de la valeur qui lui est assignée, comme vous pouvez le voir ici par cet exemple. Alors pour la déclaration implicite, cela signifie que le type de la variable est spécifié explicitement par le développeur lors de sa déclaration. Donc, cette méthode est souvent utilisée pour assurer une meilleure sécurité et fiabilité du code en évitant les erreurs de type. Mais cependant, elle peut rendre la syntaxe plus complexe et moins lisible. Donc, il est important de trouver un équilibre entre la simplicité et la sécurité du code en fonction des besoins du projet. Alors, de retour sur VS Code, on va voir comment est-ce qu'on va faire la déclaration implicite contre la déclaration explicite en TypeScript. Pour déclarer une variable, on commence par les mots-clés let ou const, suivi du nom de la variable en question. Donc, je vais dire ici message, OK. Après, on va utiliser l'opérateur égal pour faire l'affectation de la valeur dans notre variable. Ici, TypeScript va inférer les types directement de cette variable. Même JavaScript va connaître que cette variable c'est du type string. Mais en JavaScript, on ne peut pas directement préciser ici les types parce que JavaScript va dire que cette annotation ne peut être utilisée qu'en TypeScript. Et en TypeScript, on peut ici préciser les types de cette variable en faisant ce qu'on appelle la déclaration explicite. OK? Alors, bien que JavaScript soit en mesure de détecter les types de cette variable, mais on peut toujours affecter ici une valeur du type booléenne dans une variable de type string. OK? Mais TypeScript ne peut pas, je vais zoomer ici pour voir. Bon, TypeScript ne peut pas permettre cette bêtise. Si je viens ici, j'ai dit que, alors en TypeScript, que je puisse dire que cette variable va imiter ici de valeurs. OK? On va affecter ici, un string et une booléenne. Ça ne peut pas me permettre de le faire en TypeScript. Mais en JavaScript, ça peut passer. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la déclaration explicite. OK? Donc, si on a levé ici les types avant cette variable, TypeScript va inférer directement les types par rapport à la valeur qu'on y a affectée. Et là-bas, si on vient, on tente d'affecter une autre valeur autre que la valeur initiale et TypeScript ne veut pas permettre. Nombre ne peut pas être assigné à un string. OK. Alors, voici ce qu'on peut faire. La déclaration avec les mots-clés let.
On va voir comment est-ce qu'on va déclarer alors la variable avec les mots-clés const. Alors, pour déclarer une variable avec les mots-clés const, on commence par const suivi du nom de la variable en question et puis on fait directement l'affectation, on donne la valeur directement de cette variable. Comme pour notre exemple, on connaît que pi c'est une constante. Bien que ça soit du type number, ça ne peut pas changer. Ok, ça ne peut pas changer. Si on vient ici, on veut affecter une autre valeur dans notre variable pi, ça ne peut pas changer. Mais si on change les mots-clés, donc ça peut imiter des valeurs, ok? Parce que c'est du type number, ça peut prendre une autre valeur, ok? Alors si on met ici const, donc on vient de déclarer une variable constante qui ne peut pas changer. Mais là, notre variable message peut prendre une autre valeur outre que la valeur initiale, ok? Parce qu'on a déclaré cette variable avec les mots-clés late. Voilà la différence entre la déclaration des variables avec late et const. On peut directement afficher les valeurs se trouvant dans nos deux variables dans la console. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive quand on déclare seulement une variable sans préciser ni la valeur ni le type? OK? Comme ça seulement. Donc, je vais afficher ça sur la console pour voir. Ok, TypeScript va inférer directement la valeur undefined dans cette variable. Ok, et cette variable c'est du type any, ce qui veut dire que ça peut prendre en charge n'importe quel type de variable. Là, ça peut prendre le nombre en charge. Ok, on va voir ici dans notre console que maintenant ça peut prendre aussi le nombre en charge. Ça peut ensuite prendre ici les strings à charge, tout comme en JavaScript, ok? Alors, c'est ici pour fixer ceci, si vous avez une variable où vous ne connaissez pas déjà la valeur de cette variable, c'est ici, là où la déclaration explicite prend tout son sens. On doit maintenant préciser plus tard que cette variable va prendre des strings. Si vous mettez ici des nombres, ça ne peut pas permettre ici d'assigner les nombres à un string. OK? Pareil pour MP. Si vous ne connaissez pas la valeur de pi, vous pouvez soit dire que bientôt, le pi va seulement prendre un nombre. OK? Là, ça va permettre ici que plus tard que le pi soit initialisé par un nombre. OK? Et aussi, si vous déclarez ainsi que message devient ici un booléen, mais donc notre variable ici, message, ne peut prendre que des valeurs booléennes. Si on change ça en string, ça ne peut pas être assigné à une valeur booléenne, ok, ou à un type booléen. Alors, ainsi, ça peut seulement prendre ici des valeurs booléennes. Et aussi, on peut directement affecter, si vous connaissez déjà la valeur en question, vous pouvez directement faire l'affectation en faisant ce qu'on appelle la déclaration implicite. OK? TypeScript va inférer la valeur les types par rapport à la valeur que vous aviez affectée. Déclarons ici un utilisateur parce que la déclaration explicite ici est beaucoup plus utile si vous travaillez avec des données venant d'un serveur, comme récupérer ici l'utilisateur à un serveur distant. Quand vous aurez ici soit l'id, je vais dire l'id de l'utilisateur, c'est par là que vous allez affecter la valeur dans cette variable. Et si on affiche ça sur la console ici, on enregistre, vous allez voir qu'on a directement l'id de notre utilisateur ici, c'est du type nombre. Et c'est par ici, moi je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir à ce qui concerne la déclaration et l'affectation des variables en TypeScript. OK? TypeScript possède un autre type de variable qu'on appelle union ou union en français. Ce type de données permet à définir des ou plusieurs types de données à une variable, et c'est là dans l'objectif de bénéficier du typage statique et être au contrôle des erreurs. Venons voir ça en pratique, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, déclarons une variable, on va dire late. Déclarons une variable soit qui va prendre un montant en chiffres ou des lettres, ok, ou un montant en toutes lettres. Et là, on peut dire que ça c'est du type string, ok.
Quand on vient là-bas, on va affecter là-bas des strings qu'on peut mettre ici 50. Ok, ça va nous permettre de les faire. Alors, vous pouvez penser, alors, pour permettre ici que je puisse affecter ici des chiffres, je peux mettre ici des chiffres, ok, et venir changer les types string à any. En faisant ceci, là, vous allez permettre à cette variable de stocker tout. Là-bas, je peux mettre du booléen, je peux mettre tout. Mais comment est-ce qu'on peut réduire seulement que cette variable puisse prendre des strings et des number? C'est là où union pas tout son sens. Parce que là-bas, je ne peux pas permettre à cette variable de prendre des booléens. Parce que booléen ne peut pas être assigné à string ou à nombre. Ok? Mais si je peux ajouter aussi du booléen et que cette variable va prendre en compte aussi des valeurs booléennes. Alors là, je peux prendre seulement ici des strings. Là, de toutes les lettres, je peux afficher la valeur en console. Oups, ok. Et par la suite, je peux aussi réaffecter dans cette variable ici des chiffres, ok. Et je peux aussi afficher la valeur de cette variable dans la console. Et là, vous allez voir ici, j'ai premièrement des lettres et deuxièmement, j'ai des chiffres. Et comme ça, vous pouvez jouer avec des unions pour implémenter ou donner à une variable des ou plusieurs types de données. Ok? Parlons aussi de la notion des objets et des tableaux en TypeScript. Un tableau ou un array en TypeScript est une collection ordonnée des éléments de même type. Tandis qu'un objet en TypeScript est une collection non ordonnée des propriétés nommées et de leurs valeurs. Alors, pour déclarer un array en TypeScript, on utilise les types suivis des crochets, ou on peut utiliser du générique en utilisant l'interface array suivi des types, où les types précisent les types des éléments du tableau. Ça va? Alors, pour la déclaration d'un objet en TypeScript, on utilise la syntaxe accolade. Ok? Et dans l'accolade, on y trouve à gauche une propriété et à droite, on y trouve son type de données. Alors, venons voir ça aussi, comment est-ce que ça fonctionne. Déclarons un tableau qui va prendre une liste de nombres. Donc, on va faire let, on va nommer ça nombre, suivi ici des types de notre tableau. Ça sera number suivant des crochets pour dire que notre tableau, c'est du type nombre. Ok? Alors, on va ici faire un push. Donc, on va mettre quelque chose dans notre tableau. On va faire push et on va mettre un nombre. Mais subitement, on va se retrouver avec une erreur. Pourquoi? Parce qu'on tente de faire un push avant qu'on puisse initialiser notre tableau. Donc, il faut initialiser un tableau en mettant des crochets vides. Et par là, on peut être capable de faire un push ou de faire assigner un élément dans notre tableau. Ok? Là, je peux directement afficher cet élément dans la console. Ok? Je vais afficher mon tableau et directement, je peux trouver mon élément dans la console. Et là, je ne peux pas mettre ici du string. Ok? Je ne peux pas mettre du string parce qu'un string ne peut pas être affecté à un type de number. Ok? Mais dis-moi, je peux aussi faire ici la déclaration explicite. Seulement en faisant ça, TypeScript va donner le type any à mon tableau. Ce qui veut dire que mon tableau peut prendre tout type de données. Là, je peux mettre du booléen. Ok, ça va accepter. Je peux mettre des nombres et tout type. Mais si je venais ici, je l'initialise par un type de données, TypeScript va donner, va inférer du type number à mon tableau. Si j'ajoutais ici du booléen, TypeScript va utiliser des unions pour dire que mon tableau va prendre en compte du number et du booléen. Et je peux même ajouter du string pour prendre trois types de données à mon tableau. Ok? Ça, c'est la déclaration explicite. Vous pouvez aussi utiliser la déclaration explicite pour déclarer vos tableaux. Alors, ici aussi, vous pouvez utiliser les génériques suivis des types ici des données. Donc, en utilisant ça, vous utilisez une interface ici, l'interface array.
Ok, là je vais justement initialiser. Là, on peut mettre ici du nombre. Ok, et ça va toujours fonctionner. Ici, c'est l'interface array. On va parler d'interface bientôt. Ok. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de déclarer un tableau en TypeScript. Ok, et je crois que bon, vous pouvez déclarer tout, même un tableau de string, un tableau de booléen, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment de cette façon que vous pouvez déclarer des tableaux en TypeScript. Ok, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la notion de tableau. Alors, parlons aussi de la notion des objets littéraux. On va les appeler ici des objets littéraux pour ne pas les confondre avec des objets comme extens et d'une classe en programmation orientée objet. Donc, on va déclarer un objet avec nom comme personne. En faisant seulement, en précisant des accolades, ici TypeScript va comprendre que ça, c'est un objet. Et aussi, ici, on peut faire aussi la déclaration ici de notre objet en précisant les mots-clés object. Ok, là, on fait la déclaration d'un objet littéral. Alors, on peut venir dire ici const personne. Oups, oh, j'ai voulu extension. Non, on peut venir faire l'affectation. Donc, on va dire ici notre personne aura comme nom ici Amani. Ok. Et directement, on peut afficher notre personne dans la console. Donc, oups, oh my goodness, personne. Et là, on va voir dans notre console, on a notre objet. Ok. Alors, un objet littéral en TypeScript ou tout comme en JavaScript peut prendre aussi en compte un tableau parce qu'un tableau aussi, c'est un objet littéral. On peut y affecter ici une liste de nombres. Ok. Oups, virgule, ok, ça va toujours passer, vous voyez, parce qu'en JavaScript, tout comme en TypeScript, un objet littéral prend en compte aussi un tableau. Et pour fixer ceci, pour fixer ça, on va dire que mon objet littéral va prendre en compte ici, va avoir comme propriété nom, et il va avoir aussi comme deuxième propriété âge du type aussi string. Donc, en faisant ceci, on va fixer ici cette erreur et plus jamais on peut affecter ici un tableau dans un objet. Ok. Alors, on peut venir ici même. Ok. Je vais retirer d'abord ici notre tableau. Et si dans l'âge, on affectait ici un nombre, ça ne peut pas me permettre de le faire parce que j'ai dit que ça doit être un string. Et là, quand je mets un string, là, ça fonctionne et là, j'ai un objet avec âge et nom. Et aussi, je peux aussi déclarer un tableau suivant ici la structure de mon objet. OK? Et ça sera donc une liste. Donc là, je vais mettre mes crochets en précisant ici cet objet. Ça sera une liste de personnes. Là, je peux mettre la deuxième personne tacite avec 15 ans. Là, on va trouver un tableau, mais précisant une liste de personnes avec des éléments. OK? Vous voyez? Aussi, dans un objet, on peut avoir des propriétés optionnelles, donc des propriétés que vous pouvez ne pas préciser. Comment ça se passe? Donc, je vais enlever ceci. On va déclarer ça, c'est un objet. Et on va ajouter aussi la troisième propriété appelée des compétences, suivie ici des points d'interrogation pour dire que cette propriété est optionnelle parce qu'il y a des personnes incompétentes. OK? Alors, ça va prendre une liste de strings. Et là, ce n'est plus un array, un tableau. OK, en faisant ça, on peut avoir une personne qui n'a pas de compétences. OK, mais si j'enlève ça, et la propriété compétence deviendra un must. Mais si je mets ici, vous allez voir que je peux même avoir une personne qui n'a pas de compétences ou je peux avoir une autre personne qui a des compétences soit en PHP ou soit en TypeScript. OK? Alors là, je peux afficher ma personne. Vous allez voir une personne qui a une liste de compétences. Vous voyez? Et son nom, son âge, ses propriétés là-bas.
Alors, ça, c'est tout ce qui est à savoir pour des objets littéraux en TypeScript. OK? Parlons aussi de la notion de fonctions en TypeScript. Il est à signaler que les fonctions sont des blocs de code qui effectuent une tâche spécifique. Donc, les fonctions, elles sont utilisées pour effectuer des opérations répétitives et pour alléger ici les codes et rendre les codes plus lisibles et plus faciles à maintenir. Alors, comment est-ce qu'on déclare une fonction en TypeScript? Bon, de retour sur notre éditeur de code, sur VS Code. Pour déclarer une fonction, on commence toujours par les mots-clés function. OK? Et avant de mettre les parenthèses, il faut préciser le nom de cette fonction. Pour notre cas, on va mettre en place une fonction qui ne fait que la somme des deux nombres. Et on va passer en paramètre ici des nombres. Nombre 1 et nombre 2. OK? Et TypeScript ne va pas nous permettre de faire ceci, d'où il faut préciser les types de ces deux variables passées en paramètre. Le premier nombre, ça sera du type number, OK? Et le second paramètre ici, ça sera aussi du type number. Alors, si vous ne savez pas les types de variables passées en paramètre, vous pouvez soit mettre any, OK? Mais nous, on sait déjà. Et notre fonction ici va seulement nous afficher dans la console ici à l'aide des templates string. OK? Ça va nous afficher la somme des deux nombres. Donc, on va afficher nombre 1 plus nombre 2. Et alors, on va faire appel à notre fonction, OK, en précisant ici un nombre 1, OK, et nombre 2 pour avoir la sommation de ces deux nombres. Quand on enregistre en console, on va voir que la somme NF. Et alors, notre fonction ici ne retourne rien à part afficher ici la somme de ces deux nombres, OK? Parce que si vous voulez déclarer une fonction qui retourne quelque chose, il faut préciser les mots-clés return, OK? Parce que pour nous, on ne faisait qu'afficher ici seulement la somme. Mais pour retourner la somme ici des deux nombres, on va faire return, on fait nombre 1 plus nombre 2. Et TypeScript va inférer directement à notre fonction, que notre fonction va retourner ici du number. OK? Vous pouvez le faire explicitement ici en mettant ici du number. Ou si vous venez ici, vous mettez ici du string, TypeScript ne va pas vous permettre de le faire parce qu'il connaît déjà que cette fonction va retourner ici du number. OK? On peut ne pas préciser cela, mais TypeScript va connaître la valeur que cette fonction va retourner. Et là, on va venir afficher cette valeur ici dans la console. OK? Et si on enregistre, on va voir ici que c'est 9, c'est la somme de ces deux nombres ici. OK? Alors, si on met 5, ça va toujours fonctionner. On a 10. Alors, aussi, vous pouvez également définir une fonction en utilisant une expression d'une fonction comme ça. OK? Vous affectez ici une fonction dans une constante et ça va toujours marcher. OK? La plupart des fois, on utilise ici l'expression d'une fonction comme ça. Ou soit vous pouvez ainsi utiliser ce qu'on appelle ici des fonctions fléchées. Des fonctions fléchées, ça fonctionne pareil. Vous enlevez les mots-clés et vous utilisez ici des flèches. OK? C'est la même chose. Si on enregistre, on va trouver seulement 10. OK. Vous pouvez, comme on utilise des fonctions fléchées, vous pouvez retourner la valeur sur une même ligne. OK? Et TypeScript va savoir qu'il va retourner ici à des nombres. Alors, si on a enregistré, on va trouver ici la même chose. On peut mettre ici 8 et on va trouver que la somme, c'est 13. OK? Voici vraiment en général comment est-ce que fonctionne la notion des fonctions en TypeScript. À partir de la version IE6 de JavaScript, il est maintenant possible de faire la programmation orientée objet avec JavaScript. Alors, TypeScript prend en charge les fonctionnalités de la programmation orientée objet avec les classes de JavaScript en y ajoutant des fonctionnalités principales, donc les interfaces
et les classes abstraites. Retenez que qu'une classe en programmation orientée objet n'est qu'un modèle pour créer des objets avec des propriétés et des méthodes spécifiques. Alors, si ça ne donne pas du sens, veuillons voir quelques exemples pour faire la simulation de la programmation orientée objet avec TypeScript. Alors, pour créer des objets, on aura toujours besoin d'une classe. Donc, on va créer une classe qui va nous permettre de créer des objets ou des membres de DRCMind. Donc, cette classe, on va l'appeler DRCMindMember. OK? Et comme propriété de chaque membre de DRCMind, il aura ici un nom. OK? Un nom de type string. Il aura aussi besoin d'un post-nom. OK? Et pourquoi pas ne pas connaître son âge, ok? L'âge ainsi de type number, ok? Alors, il va falloir initialiser les propriétés de cette classe. Et ce qui va nous permettre d'initialiser ces propriétés, c'est un constructeur, ok? Un constructeur, c'est une fonction qui est appelée au moment de l'extension d'un objet. Donc là, on aura besoin ici de préciser les noms. On aura aussi besoin ainsi de préciser les post-noms. On aura aussi besoin de préciser ici l'âge. OK? Alors, ça va nous permettre ainsi d'initialiser les propriétés ou les membres de cette classe. On va prendre ici les noms et on va ici y affecter ce qui sera dans les noms au moment de l'appel de ce constructeur. On va aussi faire pareil pour les post-noms, ok. Les post-noms, on va affecter ce que sera dans post-nom et pareil pour l'âge, ok. Sera égal de ce qui va se trouver dans l'âge, ok. Alors, on a initialisé ici nos membres. On va créer une fonction qui est attachée dans cette classe qu'on appelle une méthode, ok. Une méthode n'est qu'une fonction attachée à un objet. Donc là-bas, ça sera une fonction afficher les membres avec les cours qu'il est en train de suivre. Donc on va passer en paramètre de cette fonction les cours que un membre de DRCMind est en train de suivre. Ce sera une fonction fléchée. OK. Alors on peut soit ne pas mettre les blocs de code comme on peut soit ne pas mettre un bloc de code. Je vais retourner seulement ça à la ligne, ok, avec le template string pour juste retourner un string avec bon les noms du membre en question. On va retourner ainsi les post-noms, ok. On va prendre les post-noms. Et on va dire qu'il est en train de suivre ici les cours de, on prend les cours, c'est qu'on va passer en paramètre de cette fonction, ok. Rien que ça, ok. Alors, on a notre classe qui va nous permettre ainsi de créer des objets. Et là, on peut créer un membre ainsi en faisant une instance de notre classe. Pour faire une instance de notre classe, il faut le mot-clé new. OK, suivant des noms de cette classe ici, DRCMindMember, OK. En paramètre, ce qu'on va mettre en paramètre, ce qui va être appelé ici, c'est constructeur ici. On va passer des valeurs ici pour chaque variable qu'on a passé ici. Donc là, on a 3 arguments à préciser. Donc, on va commencer par préciser les noms du membre en question. On va aussi préciser son post-nom. Et ensuite, on peut mettre soit l'âge optionnel, comme on l'avait vu tantôt avec des objets littéraux. OK? Pour ne pas préciser l'âge. Ainsi, si on a levé ici les points d'interrogation, on doit devoir préciser l'âge du membre qu'on est en train de créer. Rien que ça, on peut alors afficher ces membres dans la console. Avec console log, on va faire membre, ok, membre, et on va faire membre et on va appeler ici la méthode afficher membre avec les cours.
Les cours qu'il est en train de suivre ici, ça sera TypeScript, ok. Si on enregistre dans la console, on va voir qu'il y a ici, moi, sur les cours de TypeScript, ok. Aussi, pour l'âge, on a oublié l'âge, on va dire que je suis dans les cours, ok, à n'importe quel âge, soit si c'est à 15 ans, on va afficher ce qui sera affecté dans l'âge. On va voir qu'ici c'est 15, ok. Alors, on peut créer plusieurs membres, ok. On peut créer plusieurs membres, plusieurs objets si vous le voulez, ok. Là, cette classe ici va nous permettre ainsi de créer plusieurs instances de cette classe. Et là, on peut créer aussi un autre membre appelé Tacite Maxellan, ok. Comme l'âge, on va mettre 10 ans et là, on va appeler ici notre membre D et on va dire qu'il est en train de suivre ici les cours les bases de Firebase, ok. Oups, là c'est membre 1, ok. Tacite c'est membre 1. Quand on enregistre, on va voir que Tacite Maxellan suit les cours les bases de on peut changer ça, les bases de Firebase à 10 ans. Ok, voici comment est-ce qu'on peut créer une classe et comment est-ce qu'on peut extensier cette classe pour créer des objets en TypeScript. Alors, parlons de la notion de modificateur d'accès en TypeScript. Donc, en TypeScript, on a 3 modificateurs d'accès indispensables. On a public, private et read only. Alors, le modificateur public va rendre le membre d'une classe accessible à partir de n'importe où, donc à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Alors, le modificateur private va rendre le membre accessible uniquement à l'intérieur de la classe. Et enfin, le modificateur read only va seulement permettre la lecture du membre à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Et quand vous rendez un membre d'une classe read only, donc vous allez permettre seulement la lecture, pas l'écriture à ces membres-là. Donc, venons voir ça en pratique, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, pour utiliser les modificateurs d'accès, il faut aller là où on a déclaré les propriétés d'une classe. Donc, et venir pour une propriété comme la propriété nom, venir placer les mots-clés publics. Donc, je viens de rendre cette propriété publique. Donc, il sera accessible partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Là, pour vous montrer, si cet objet ici, je peux accéder à la propriété nom. Et là, vous voyez que j'ai Tacite affiché. OK? Si je viens, je mets ici cette propriété, que ce soit à privé. Donc, je viens d'interdire l'accès à l'extérieur de cette classe. Là, je n'ai plus la propriété post-nom à l'extérieur de la classe. OK? Et donc, la propriété la propriété de cette classe post-nom est seulement accessible à l'intérieur de la classe. OK? Alors, il y a aussi les modificateurs read only. Donc, si je place les mots-clés ici, read only, donc je permets seulement la lecture ici à cette propriété. Donc, là, vous voyez que je peux lire ce qui est affecté dans l'âge. Directement, j'ai 10 ans. Mais je ne peux pas modifier ce qui se trouve. Je ne peux pas venir et dire membre 1. Donc, l'âge de membre 1, ça sera alors égal à 33. Là, TypeScript va pas me permettre parce que on a assigné que cette propriété est seulement pour la lecture. OK? Alors, il y a un moyen, il y a un moyen de le faire avec TypeScript. Il faut seulement préciser les modificateurs dans les constructeurs. OK? Venir dire ce qu'on a implémenté là-bas. Et du coup, on n'aura plus besoin d'initialiser les membres. OK? On va tout esquiver et TypeScript va faire le reste. OK? Et ça, cette façon ici, c'est la même. Là, post-nom ne sera pas aussi
Quand on le met public, ça sera accessible en dehors de la classe. OK? Et aussi, pareil pour autres membres. C'est comme ça qu'on peut prendre avantage ici des modificateurs d'accès. Alors, parlons aussi d'héritage des classes, qui est un concept clé de la programmation orientée objet qui permet à une classe de dériver les propriétés et les comportements de notre classe. OK? Alors, en TypeScript, l'héritage de classe est implémenté à l'aide du mot-clé extend. OK? Lorsque une classe hérite d'une autre classe, elle mérite toutes les propriétés et méthodes de la classe parent. Et la classe enfant peut également ajouter de nouvelles propriétés et des méthodes ou remplacer même les propriétés et méthodes de la classe parent. Alors, venons voir ça aussi, comment est-ce que ça fonctionne avec TypeScript. Alors, pour assimiler la notion d'héritage, on va créer une autre classe qui va hériter de notre classe parent, donc la classe DRC-MindMember. On va créer une classe appelée DRC-MindAdmin qui va nous aider à créer des administrateurs. Mais on connaît bien qu'un administrateur peut hériter toutes ses propriétés, le nom, l'âge et même cette méthode ici. Et pour hériter de tout ça, on va utiliser le mot-clé extend pour étendre, ça veut dire étendre en français, pour étendre la classe ici DRC-MindMember. Donc on va étendre la classe DRC-MindMember. En faisant seulement ça, on a déjà accès et aux méthodes et aux propriétés de la classe DRC-MindMember. OK? Alors, il va nous falloir initialiser le constructeur des DRC-MindMember dans DRC-MindAdmin. OK? On va avoir besoin ici de toutes ces propriétés ici initialisées là-bas en faisant nom du type string, nom du type string, post et nom aussi. On aura besoin ici de post et nom du type string. Et aussi, on a besoin de l'âge du type number. Alors, comme on vient d'initialiser les propriétés nous venant de l'extérieur de notre classe, ok, c'est pourquoi on aura besoin d'utiliser ici super, ok. Les super ou super ici, cette fonction va nous permettre d'initialiser les constructeurs qu'on avait hérités, ok. Alors, on va créer une méthode qui sera seulement disponible pour les administrateurs, celui de créer un cours. Donc, on va passer les cours en paramètres ici et là, on va retourner justement un string disant, ok, disant il ou elle bosse sur les cours en question qu'on a passé en paramètres. On va récupérer les cours en paramètres, on va dire qu'il bosse sur les cours en question qu'on va spécifier quand on va appeler cette méthode. Là, on va, dans super, on va passer ici nos variables ici, ok? Et c'est tout, ok? Là, on peut créer alors un administrateur, ok? En faisant l'extension de la classe admin, ok? La classe DRC admin, et on va passer ici des propriétés ici, ok? Les propriétés, on aura à passer ici les noms. Les noms, on aura à passer aussi les postes et noms et aussi l'âge. Ok. Ces propriétés ici est définie dans la classe dans la classe ici admin, parce que si on vient, je change ici les modificateurs d'accès en privé et même l'objet ici admin n'aura pas accès ici à cette propriété. Ok. Et de même aussi, aussi, cette fonction ici ne peut pas être disponible aux membres ici, aux membres simples. Si je viens ici, je fais membre.créer un cours, on n'aura pas vraiment accès à cette méthode. Mais l'administrateur peut avoir accès ici aux méthodes afficher membre parce que lui, il a hérité ici de toutes les méthodes disponibles dans la classe. Là, vous voyez qu'on peut afficher même ses propriétés.
Alors, un admin peut créer un cours, ok? Là, vous voyez qu'il bosse sur les cours de JavaScript. Alors, voici en général comment est-ce que fonctionne la notion d'héritage en TypeScript. Parlons maintenant aussi de la classe abstraite. Une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être extensiée directement. Donc, la classe abstraite est là pour définir des modèles ou des structures que d'autres classes doivent suivre. Alors, pour rendre une classe abstraite, il faut seulement mettre les mots-clés abstract, ok, avant une classe. Et là, vous allez voir que toutes les instances de la classe DRC-MindMember vont devenir fausses. Pourquoi? Parce que on ne peut pas extensier une classe abstraite, ok? Donc, je vais retirer ici tout ceci. Mais dis-moi, vous allez voir que la classe DRC-MindMember-admin reste intacte, ok? Et même si on a enregistré, on va voir que tout est intact, ok? Mais ici, j'ai alors la possibilité de rendre une méthode abstraite, ok? Et une méthode abstraite ici ne peut pas effectuer des logiques ni retourner quelque chose. Il est là seulement pour servir des modèles que d'autres classes peuvent implémenter. Là, je peux dire que cette méthode va retourner ici des strings et on ne peut pas utiliser ici l'expression d'une fonction. Donc, je dois enlever ici cet opérateur. Et maintenant, en faisant seulement ceci, on est obligé que la classe DRC-MindAdmin qui hérite de la classe DRC-MindMember puisse implémenter ici cette méthode, ok? Et là, on implémente cette méthode ici et à partir d'ici, c'est là où on peut faire des logiques ici de cette fonction, ok? Et là, on peut seulement dire ici, ceci c'est les cours D. Alors, la classe DRC-MindMember vient d'implémenter ici cette fonction. Donc, la classe abstraite ici va nous servir seulement des modèles à suivre. OK? Et là, on ne peut pas mettre les mots-clés ici abstraites dans un constructeur ici. Non, ça ne peut pas être applicable. OK? Ça peut être seulement en dehors d'un constructeur. Alors, là, je peux toujours afficher ici les cours. On voit les cours de JavaScript, ça fonctionne. OK? Et aussi, je peux avoir accès à des méthodes toujours ici. Je peux avoir accès ici. OK? Et là, on voit les cours de Amani. Ok, alors la classe abstraite nous permet seulement de définir des structures de données que les autres classes peuvent implémenter ou peuvent suivre. Alors parlons aussi de la notion d'interface en TypeScript, vraiment qui est la fonctionnalité la plus utilisée en TypeScript. Ce qu'il faut savoir est que les interfaces permettent de décrire la forme d'un objet et les types de données que leurs valeurs peuvent contenir. Donc je dis bien que les interfaces permettent de décrire la forme d'un objet et implémenter les types de données que leurs valeurs peuvent contenir. Donc, de retour sur VS Code et déclarons une interface et allons voir comment est-ce qu'on va donner la forme à un objet en implémentant les types de données. OK? Alors, on va déclarer une interface de sorte qu'on puisse voir comment est-ce qu'une classe aussi peut implémenter une interface. Alors, on va retirer la classe abstraite et la remplacer par une interface. Pour déclarer une interface, on commence par les mots-clés interface, suivi du nom de l'interface qu'on va implémenter. Pour notre cas, on va implémenter une interface de personne. Comme une personne peut avoir un nom de type string, peut mettre une seconde propriété de cette interface, ok? String aussi peut avoir l'âge, ok? L'âge du type string. Ou mettons ça en number, ok? Et définir aussi une méthode, peut-être qu'une méthode marché parce qu'une personne peut
marché. Ok, ça doit nous retourner ici des strings. Ici, c'est deux points string. Ok. Alors, pour qu'une classe puisse implémenter cette interface ici, je vais retirer ça. On n'a plus besoin de cette méthode. Et on n'a plus besoin de ça. On va utiliser le mot-clé implement pour dire que cette classe implémente cette interface. VS Code va nous assister en nous disant que cette classe doit sûrement implémenter ici les propriétés ou doit suivre ici les structures de cette interface. Alors, pour initialiser les propriétés ou les membres ici de cette interface, on doit prendre avantage ici au modificateur, ce qu'on avait vu tantôt. Ok, modificateur d'accès, je dois mettre seulement les mots-clés publics devant chaque propriété. Ok, et TypeScript va l'initialiser parce que ici, vous pouvez maintenant voir, on n'a plus besoin ici de ce constructeur ici. Vous pouvez maintenant voir, TypeScript nous dit qu'on est en train de dupliquer ici des membres de cette classe. Là, je peux esquiver et maintenant, cette classe vient de suivre vraiment la structure de notre interface. Ok, parce qu'on a les propriétés qui sont déjà initialisées et on a cette méthode ici. Donc, cette méthode doit retourner ici des strings. Ok. Juste des strings comme bonjour le monde. Okay, ça ne donne pas de sens pour le moment, mais c'est juste pour nous servir d'exemple. Et maintenant, là, quand on crée l'objet admin, l'admin peut faire appel à la méthode ici, marché. Ok. Et on a toujours ici nos propriétés qu'on a passées en paramètres qui y été implémentées en interface. Là, vous voyez que ça fonctionne. Et là, on peut toujours afficher même propriété pour cet objet. Propriété non. Et propriété, non, ici, on regarde, on a Amani. Donc, une interface permet de créer seulement un modèle pour qu'une classe doit suivre. Ok? Mais beaucoup plus, l'interface est utilisée pour décrire une forme d'un objet. Là, je vais déclarer un objet personne. C'est un objet littéral. Je dis bien que c'est un objet littéral. Ce n'est pas un objet comme une instance d'une classe. Alors, cet objet doit suivre, doit implémenter les types de données qu'on a déclarés. Donc, comme nom, on doit préciser que c'est un string. Comme post-nom aussi, on doit dire que c'est du type string. Donc là, on doit effectuer un string comme ici, moi. Là, c'est virgule, ok. L'âge aussi, ça doit être du type number, ok. Aussi longtemps qu'on n'a pas cette fonction ici, qu'on n'a pas implémenté cette fonction ici, on aura toujours une erreur et on ne peut pas rendre cette méthode ici optionnelle, ok. Alors, même ici, on ne peut pas même dire que ça doit nous retourner undefined, ok. Et donc, on doit sûrement l'implémenter si on est en train de créer un objet, ça doit ainsi avoir la propriété marché, ok. Notre objet du type personne doit avoir ici cette méthode parce que, bon, une propriété peut être optionnelle, mais quand on déclare une méthode, on ne peut pas rendre cette méthode optionnelle. On doit du coup implémenter déjà la méthode ici marché qui va nous retourner simplement un string, ok. Et là, on n'a plus d'erreur parce que notre objet vient de suivre ici la structure de notre interface, bien que l'âge soit optionnel. Ok. Alors, je crois qu'on peut enlever l'âge, ça va toujours fonctionner parce que c'est optionnel. Ok. Mais quand on déclare comme ça, notre objet ici, personne, suit vraiment les modèles de notre interface. Vous voyez, là, on peut afficher alors notre objet dans la console, objet personne, ok. Et on va directement voir dans la console qu'on a notre objet qui implémente vraiment la structure de notre interface. Et c'est ça vraiment le grand rôle d'une interface en TypeScript, ok. Là, on ne peut pas dire que, bon, cette méthode doit nous retourner un string, je ne peux pas l'implémenter, sinon, il faut seulement l'enlever de votre interface. Et là, maintenant, il faut venir l'enlever aussi pour
l'objet personne quand on fait l'implémentation. Alors, vous pouvez commencer à vous demander quelle est alors la différence entre une interface et une classe abstraite. Alors, les interfaces et les classes abstraites sont toutes des utilisées pour définir des modèles de classes en TypeScript, mais elles ont des différences. Retenez que les interfaces sont beaucoup plus utilisées pour définir la forme d'un objet et les types de données que leurs valeurs peuvent contenir. Tandis que pour les classes abstraites, sont utilisées pour définir des modèles de classes qui peuvent être étendus par d'autres classes. Et les classes abstraites peuvent contenir des méthodes abstraites qui sont des méthodes qui n'ont pas de corps et qui doivent être implémentées par les classes qui étendent la classe ici abstraite. Ok? Je crois que ça donne du sens. Alors, parlons d'une autre notion des types aliases ou types alias, comme vous voulez. Donc, en TypeScript, les types aliases peuvent être utilisés comme une interface, mais son rôle principal ici est de donner un nouveau nom à un type. Et aussi, ces types peuvent être utilisés pour définir une valeur qu'un type de variable peut contenir. Je crois que ça ne donne pas de sens, alors démystifions ça de retour sur VS Code. Alors, venons voir comment est-ce qu'on va apprendre l'avantage ici de ces notions ici type aliases pour utiliser ça comme une interface. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, pour ce faire, je vais changer seulement l'interface, ici le mot-clé interface par un autre mot-clé type. Donc, je vais venir ici, je vais dire type. Et ce type qu'on vient de créer, le type personne, sera alors égal à cet objet ici ou à cette interface. Et de ce fait, c'est la même chose. Vous voyez, si on a implémenté ici que personne doit implémenter l'interface ici, personne, et ça marche toujours. Ok, et c'est pareil pour les classes. Je peux venir ici créer soit une classe appelée individu, parce qu'on connaît qu'un individu peut implémenter des propriétés d'une personne. Ok, on peut dire que ça doit implémenter ici notre type qu'on vient de créer personne. Ok, et TypeScript doit nous suggérer ici d'implémenter l'interface personne. Ok, donc c'est ainsi on peut l'utiliser comme une interface pour donner ici un modèle qu'une classe doit suivre. Ok, alors beaucoup plus. Le type alias est beaucoup plus utilisé pour renommer un type. Ok, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Supposons je voulais renommer le type de variable ici string, que je puisse utiliser un nom personnalisé. Donc je peux venir ici, au lieu de dire string, je peux définir mon propre type comme chaîne de caractères. Ok, chaîne de caractères qui va être utilisée ici string. Ok. Alors, je peux venir ici dire que alors les variables ici personne ne sera plus du type personne, mais des types chaîne de caractères. Et là, vous voyez que cet objet ne peut pas être assigné à un string. Ok. Là, je n'utilise pas chaîne de caractères, mais j'utilise les strings. Ok. Donc, je viens de renommer ici string. Je peux le faire pour tout type de variables. Comme là, je peux dire nombre. Ok. Je vais renommer ici le type number en nombre. Ok. Et je peux aussi l'utiliser de cette façon. Je peux alors utiliser, au lieu d'utiliser number, je vais utiliser nombre. Ok. Et donc ici, je vais dire personne sera du type ici nombre. Et je vais ici affecter quelques nombres. Vous voyez, quelques nombres ici des chiffres, ça va toujours fonctionner parce que personne c'est du type number, pas du type nombre. Mais beaucoup plus, le type alias nous permet aussi de définir de prédéfinir une valeur d'un type qu'une variable peut contenir. Comme là, je peux définir ici le type état de la fenêtre. Et je vais prédéfinir des valeurs d'état d'une fenêtre que ça va prendre ici l'état ouverte ou soit fermée. Soit aussi une fenêtre peut être minimisée. Ok. Et alors, quand je vais déclarer une variable qui va prendre ce type ici d'état de la fenêtre, vous allez voir ici que le nombre ne peut pas être assigné à l'état de la fenêtre. Et ainsi que si je mets égal, suivi seulement d'ici, de mes guillemets, on me suggère seulement ces trois
valeur. Si je mets ici hello, même si hello c'est du type string, on me dit que hello ne peut pas être assigné au type état de la fenêtre. Ça ne peut que prendre ici, donc ouverte. Ok, laisse-moi ici changer les noms pour que ça donne du sens. Ici, je vais mettre état et je vais consologuer ici ce qui se trouve dans l'état de la... Oups, je n'ai pas enregistré. Je vais enregistrer. Et vous allez voir ici, la valeur, c'est ouverte. OK? Donc, cette variable ici ne peut qu'implémenter ces trois valeurs, soit ouverte, fermée ou minimisée. OK? Voici un moyen de prédéfinir des valeurs qu'un type de données peut contenir. On peut dire ici aussi, pareil, on peut définir ici un type appelé nombre impair inférieur à 10. Nombre impair inférieur à 10. On a le nombre impair, on a, oups, c'est pas D, D n'est pas impair, c'est 3, 4 ou 5, 7 et 9. OK? Et si on venait, on définit ici une variable ici appelée nombre impair. OK? Nombre impair qui sera ici du type nombre impair inférieur à 10. Alors, si on affecte ici 11, 11 ici est impair mais n'est pas inférieur à 10. OK? 11 ne peut pas être assigné à notre type de données. 9, ça va accepter 9. OK? Oups, laisse-moi afficher la valeur en console. OK? Vous allez voir quand on enregistre, j'ai ouvert N9, ça marche. Et maintenant, là, je peux affecter 1, ça va fonctionner. OK? Et je peux même dire ça, que ça doit muter des valeurs en faisant que plus tard, je peux changer des valeurs. En venant ici, je peux affecter 3, ça va marcher. OK? Mais si je viens, j'affecte ici D, ça ne peut pas marcher. OK? Parce que D n'est pas impair et ne peut pas être assigné à notre type de données qu'on a déclaré. Voici un moyen vraiment d'utiliser des types alias de manière à prendre avantage de l'utiliser comme une interface, de l'utiliser ainsi pour déclarer ou renommer vos types, ainsi utiliser pour prédéfinir une valeur qu'un type de valeur, de variable plutôt peut contenir. C'est tout ce qu'il y a à savoir vraiment sur la notion de type aliases en TypeScript. OK? Parlons de notre type de données en TypeScript qu'on appelle enums ou enums ou énumération. Donc, les enums en TypeScript sont des structures de données de longueur constante qui contiennent des énumérations numériques basées sur des chaînes de caractères. Donc, ces énumérations permettent à un développeur de définir un ensemble de constantes nommées. Allons les voir ça en pratique pour donner du sens à cette théorie. Alors, supposons qu'on veut donner des rôles pour chaque personne ici et à chaque rôle, on va y attacher une numérotation. Donc, si c'est 1, on veut savoir si c'est 1, donc cette personne, c'est un administrateur. Donc, si c'est 2, on veut savoir que lui, c'est un utilisateur simple. Donc, et si peut-être si c'est 3, donc on veut savoir que lui, c'est un éditeur. OK? Alors, pour mettre ça en place, on aura besoin de définir une liste de caractères avec enim. Donc, on va faire le mot-clé enim suivi du nom de notre liste de caractères. Pour nous, ça sera ici un rôle des utilisateurs, qui sera alors la liste des constantes. On conseille toujours, on recommande toujours que ça soit ici en majuscule. Donc, on aura on aura ici éditeur, on aura ici user et on aura ici viewer. Donc, quelqu'un sera seulement pour voir les rapports et autres. Donc, à notre liste ici, pour notre liste, chaque élément de notre liste y est attaché un index. Et là, je peux le mettre ici, la propriété rôle sera égale ici à utilisateur. Alors, ici, on peut venir ici pour créer l'objet de type personne. OK? Et on va spécifier des propriétés. Pour nom, on va dire que comme nom, on va prendre Amani. Comme post-nom, on peut prendre ici post-nom Bissimo. OK? Et pour l'âge, on peut prendre 22.
Ce qui nous intéresse, c'est ici, pour les rôles, alors, pour déclarer les rôles pour cette personne, on va venir ici, on va faire appel à notre liste et on va lui donner un rôle. On va dire que c'est admin. Mais on voit quand on affiche alors notre personne ici sur la console. Alors, sur la console, on va trouver ici notre personne avec des propriétés pareilles. Et le rôle, ça sera 0 parce qu'on commence par l'index 0. Et je peux changer ici l'emplacement de cet élément pour notre liste. Et ça va aussi changer directement, d'index sans que je ne puisse changer les rôles. OK, vous voyez comme c'est utile. Alors ici, je peux aussi dire, laisse-moi changer. Oups, oh, l'éditeur, pourquoi tu me fais ça? Oh, bon. Euh, Ici aussi, je peux venir et dire ici le rôle de viewer. OK, vous allez voir, c'est index 3. OK, ici, je peux dire soit index 0 pour dire admin. Je peux affecter l'index 0. OK, ça va donner de l'index 0. Mais le problème, ici, que je peux nommer ici rôle 5. OK, et dans notre liste, on n'a pas d'index jusqu'à 5 ici. OK, on n'a pas de rôle qui pointe ici à l'index 5. Et quand je mets ici, ça va fonctionner. Mais du moins, on ne saura pas pour notre liste ce qu'est le rôle qui est attaché à l'index 5. C'est pourquoi il faut toujours utiliser des énumérotations si vous voulez employer des rôles basés à des constantes, dans une liste de constantes. Donc, ça, c'est ça vraiment l'utilité donc, ce sont des constantes basées à des numérotations. OK? Il y a un autre type de données qu'on appelle tuples ou typlet en français. En TypeScript, un typelet est un tableau typé d'une longueur prédéfinie de types pour chaque index. Donc, de retour sur VS Code et on va voir comment ça marche. Alors, je vais déclarer ici une liste de nombres. Je vais dire let nombre. OK. Mon tableau, ça sera du type number. OK. Du type number suivi des crochets pour ainsi signifier que c'est un tableau. Et dans mon tableau, je vais mettre ici une liste de nombres. Je vais dire 1, 2, 3. Oups, ce sont deux virgules. 1, 2, 3. OK. Alors, si je vais ajouter ici des chaînes de caractères à mon tableau, je vais dire ici, j'aurai une liste de nombres et des chaînes de caractères. Ici, je peux prendre ici avantage à la déclaration implicite ici, ces variables, en esquivant ici et en ajoutant seulement des strings à mon tableau. TypeScript va inférer du type ici pour mon tableau. Et je peux venir explicitement déclarer ici mon tableau en disant j'aurai un tableau du number, OK, et des strings, OK, parce que c'est un tableau, je vais ajouter ici un crochet. Alors ici c'est bon, mais le problème avec ça, je ne suis pas au contrôle de chaque index parce que ici au premier index, je peux venir ici mettre ici des strings, dernier index, je peux mettre aussi des strings et je ne contrôle pas chaque type d'index. Alors, pour les contrôler ainsi, pour contrôler chaque index de ces tableaux ici, chaque type d'index de ces tableaux, c'est par là où les types ici, tuple, prend tout son sens. Donc, pour le premier élément, je vais dire ici, pourquoi pas ne pas mettre du nombre, OK? Et suivi, ainsi, vous allez voir que j'ai déjà derrière pour le premier élément. Et l'élément suivant, ça sera du string. J'ai aussi derrière. Alors, là, ça va me permettre de contrôler ces tableaux. Au premier index, au premier index, j'ai dit que j'aurais du nombre et au second index, j'aurais du string. Là, ça passe. Vous voyez? OK? Si je viens ici, j'ajoute ici du nombre, ça ne va pas me permettre de le faire. On va me dire que ce type de données n'est pas assigné au type que j'ai déclaré. Par contre, si je viens et j'ajoute aussi au troisième index, on aura du nombre, ça va passer. Et je peux ainsi afficher ici, faire un console log de cette variable. Et là, vous voyez ici, j'ai un tableau des nombres et des strings. Mais du moins, ainsi, si je mets ici du booléen,
vous allez voir que j'ai ici d'erreur, mais je peux prendre ici à cette position du booléen et ça va fonctionner. Vous voyez, c'est ainsi que vous pouvez déclarer un tableau en étant vraiment en contrôlant chaque type d'élément du tableau suivant son index. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les tuples. Enfin, parlons du type générique. Ok? Donc, les génériques sont utilisés pour créer des fonctions, des classes, des interfaces réutilisables qui fonctionnent avec des différents types de données. Ok? On est sur VL Studio. Alors, je vais déclarer une interface utilisateur juste pour faire la simulation et vous montrer comment ça marche. Utilisateur, on va le faire comme on l'a fait tantôt. Donc, ici, on a la propriété string. Et aussi, on a propriété ici âge du type number. Et aussi, on aura une autre propriété de compétence que je vais déclarer comme une liste de strings. OK? Alors, ici, veuillons directement implémenter un objet littéral qui va implémenter le type ici de mon interface. Je vais dire utilisateur qui va prendre ici le type utilisateur. Donc, la première propriété non ici, je vais donner un string. Donc, on va ainsi affecter, pourquoi pas, Amani. OK. Et l'âge, oups, ça c'est virgule. L'âge, je vais donner comme âge 22 ans. Et je vais donner compétence, ce sera une liste de strings. Donc, je peux dire ici TypeScript. OK. Et peut-être Java ou JavaScript. Non, Java. Alors, ça marche bien, mais je veux que cette propriété ici, peut-être que si je viens, je donne un string ici. Peut-être qu'il n'a qu'une seule compétence en Photoshop. OK? La TypeScript ne peut pas me permettre de le faire parce que j'ai dit que cette propriété compétence doit prendre ici une liste de strings. Alors, pour sauver ceci, pour avoir des types génériques, parce que peut-être que bientôt, je peux vous montrer ici, il y a un autre utilisateur qui peut avoir besoin de mieux préciser ici son expérience et venir dire ici peut-être que l'autre utilisateur aura 3 ans, OK? Et peut-être qu'il aura ici les domaines, les domaines peut-être dans bâtiment, OK? Dans bâtiment, OK? Alors, ceci ne peut pas, ça ne peut pas être possible de le faire parce que on est lié à un seul type de données. Pour sauver ça, on doit ouvrir ici nos décrochets si vous me le permettrez et ainsi préciser une lettre. On utilise souvent une lettre T pour dire un type générique et là, je vais donner cette propriété un type générique. Lors de l'implémentation de l'interface ici, alors il faut préciser quel type qu'on doit donner à cette propriété. Ici, je vais lui donner le type object. Si je le donne ici le type objet, là, ça va fonctionner parce que ça prend ici un objet, OK? Je vais dupliquer ici plusieurs fois l'utilisateur. Là, j'ai l'utilisateur D. Il va prendre un string. Là, ici, il faut préciser. Donc, ici, la compétence de notre deuxième utilisateur, ici, ça sera rien que TypeScript. OK? Et pour ça, je vais dire ici, pour notre troisième utilisateur, je vais lui donner une liste de strings. OK? Il va prendre en compte une liste de strings. J'ai là-bas utilisateur Amani. Pourquoi pas ici, j'ai Alain. Et pour Alain, je vais donner 16 ans. Et notre troisième utilisateur ici, ça sera Tatsit, qui aura 19 ans. Et pour sa liste de compétences ici, on va mettre du JavaScript. JavaScript, OK. HTML et du CSS, OK. Et là, vraiment, j'ai précisé pour mes utilisateurs. Je peux afficher leur valeur en console pour vous montrer. J'ai le premier utilisateur, j'ai le deuxième utilisateur et maintenant j'ai le troisième utilisateur. On enregistre, OK. Et dans la console, on peut voir que chaque utilisateur a implémenté ici
cette propriété compétence de sa façon. Ok, là on a du string et maintenant là on a une liste ici avec 3 éléments. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on peut manipuler ici du générique. On peut ainsi préciser ici un array, ok? Un array avec générique aussi. Bon, pourquoi? Parce que dans la librairie ici TypeScript, on avait déclaré une interface qui va implémenter ici, l'interface array ici, implémente aussi du type générique pour les propriétés de type d'array à préciser. Vous voyez ici le type générique qui se trouve dans cette librairie. Alors, je peux venir ici préciser ici une liste de nombres et là, ça ne va pas me permettre de le faire, d'où il faut changer le string ici en nombre. Ok. Aussi, je peux ainsi préciser ici, je peux avoir une liste des objets. Ok. En déclarant une liste ici de compétences, en précisant pour l'expérience, je peux dire l'expérience du type string, ou être précis à une expérience de 3 ans dans les domaines, dans quel domaine? Dans les domaines de JavaScript, ok. Et aussi, je peux dire aussi, j'ai une autre expérience, ok. Je peux avoir une autre, je peux avoir aussi une autre expérience de 5 ans, de 5 ans, dans les domaines ainsi, dans les domaines, dans les domaines de, avec React. Ok, là ça va passer ici, vous voyez, là ça va passer. Si je vous montre ici cet objet, j'ai des éléments où j'ai des objets ici dans mon tableau. Mais il faut être précis parce que ici, chaque objet peut implémenter des propriétés de sa façon. Là, je peux dire ici langage, ok. Le premier a un domaine et le second a langage. Ça va toujours fonctionner, ok. Parce qu'on a précisé qu'on aura une liste des objets. Mais pour fixer les types ici, pour cet objet ici, on va déclarer une autre interface et on va dire ici peut-être que l'interface compétence ou domaine, je ne sais pas. On peut déclarer une interface domaine et on va dire pour la première propriété ici, on aura expérience, ok. On aura la propriété expérience qui sera du type string. Donc, on va typer des propriétés et on va dire aussi que la seconde propriété, ça sera les labels ou l'intitulé de cette expérience, ok. Alors, on va passer ainsi cette interface ici. Vous voyez qu'on a des erreurs pour la deuxième propriété. C'est label et là, c'est label. Oups, là aussi, c'est label, ça va passer. OK. Là, ça vient de passer pour chaque objet ici. Là, si je viens, je change label en domaine. Vous voyez que j'aurai des erreurs ici. OK, parce que on contrôle alors les noms pour chaque propriété qui implémente ici cette liste de compétences. Vous voyez, donc là, j'ai maintenant des objets qui suivent vraiment une structure avec l'interface que j'ai créée. Je crois que cet exemple vous ouvre les yeux de ce que c'est le type générique et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser à TypeScript. Alors, très chers développeurs, ça sera tout pour cette vidéo. Je crois que cette vidéo a été vraiment son objectif, et celui de vous enseigner vraiment les bases nécessaires de TypeScript. Dites-nous en commentaire si vous avez appris quelque chose de nouveau ou quelque chose que je devrais mieux expliquer. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.